Bonsoir à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Sans Tabou sur Fusion TV. Et c'est un plaisir de partager le plateau avec eux, Sylvia Zobeïde, Dr Daniel. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Carissa, bonsoir Daniel. Bonsoir à vous toutes les deux et bonsoir à tous ceux et celles qui nous écoutent. Ce soir, dans votre émission Sans Tabou, nous avons choisi de vous parler d'un sujet, les hommes expliqués aux femmes. Dr Daniel, les hommes expliqués aux femmes ou la sexualité de l'homme expliquée aux femmes? Est-ce que c'est... Parce que ça veut dire plein de choses et en même temps, ça veut dire pas grand-chose. Il a l'air surpris par le sujet. On peut se poser la question, est-ce que l'homme encore va faire l'objet de toute critique? Est-ce qu'on va encore devoir ressortir cette fameuse expression porcelaine, fragile? Et donc, est-ce que c'est porté vraiment sur la sexualité de l'homme? Vous faites déjà la conclusion. Ah bon? Mais, ayant traité récemment le chemin de l'organe, nous avons présenté l'homme avec son fameux costume Service 3 pièces. Service 3 pièces. Oui, plutôt ça. Alors, décortiquer l'homme, cet animal social d'Aristote, compliqué et un peu prétentieux de le faire en 3 quarts d'heure. Maintenant, il est important de comprendre que les choses ont beaucoup changé en 30 et 40 ans et que le modèle de consultation que nous avions eu par le passé a énormément évolué parce que tout s'exprime différemment en ce qui concerne les symptômes. C'est-à-dire les gens consultent, les couples viennent à la consultation, tous les deux. Les femmes, de façon privilégiée, parce que le gynécologue, c'est de préférence le gynécologue, le médecin de la femme, mais les hommes se prêtent de plus en plus en masse à cette consultation. Et nous sommes souvent surpris, je suis surpris, d'avoir en face des hommes de plus en plus déboussolés. Un peu comme s'il y avait une crise de la masculinité, une crise d'identité, vraiment un genre de claque, au point que on se pose des questions sans vouloir accuser qui que ce soit, et encore moins la gente féminine. Lorsqu'on le consulte, il faut savoir dans quelle ambiance, bien sûr, il évolue. Alors, cette crise d'identité, et cette claque, elle est surtout ressentie par les 70-80, c'est-à-dire les gars de 1m68. Moins fréquent pour votre génération, entre les 30-50 ans, qui ont évolué avec des partenaires libérés. Ça signifie, aujourd'hui, la femme, depuis 30-40 ans, décide de sa contraception, décide de quand elle veut un bébé, elle a son sextoy, elle se masturbe, elle n'a plus besoin du masculin, elle est indépendante financièrement, et en fait tout un élément qui a accompagné votre génération. Ça signifie qu'il n'y a plus forcément de crise de l'orientation ou du rôle sexuel du masculin, parce qu'une génération a cheminé avec cette libération. Mais il demeure nécessaire de comprendre un peu le contexte dans lequel les hommes sont amenés à consulter. Tout passe le plus souvent et surtout par l'interrogatoire, pour bien planter le décor, pour bien savoir à qui on a affaire, pour bien savoir dans quelle ambiance il fonctionne, et surtout l'importance de connaître tout ça dans le détail pour pouvoir entamer une stratégie afin de l'accompagner le plus efficacement possible. Alors le gynéco, vous pensez bien qu'en un quart d'heure, il n'a pas le temps de faire le tour de cet animal qui se sent de plus en plus blessé et qui porte la lourde charge d'être toujours bien debout dans ses baskets. Et j'avais envie de faire un signe de croix, qui n'est pas un signe religieux, mais me prolonger simplement jusqu'en bas, à imaginer que l'homme n'est pas un cerveau autre et non remplacé par un pénis. Ensuite, plus bas, il y a bien sûr les parties génitales, mais ce n'est pas une zone ni une tirelire, je dirais, à considérer, et il met tous ses fantasmes, toute sa désolation à ce niveau-là.
bien debout dans ses baskets, il faut bien qu'il soit bien en érection. Mais le signe latéral prouve bien que sur le côté droit, souvent ça signifie qu'il y a une épaule pour être un bon copain. Mais à gauche, il peut être un bon père, il peut être un papa mère poule, il peut être un partenaire, un mari. Et c'est pas pour rien que la mariée est toujours à gauche. Parce que derrière le cœur y est plein de bonnes choses. Et surtout lorsque ce cœur s'ébranle, s'enflamme, l'âme se pâme. Et je pense qu'à considérer votre partenaire masculin comme un ensemble, motivé, ému de toutes ses fonctions, il y a du respect. Donc l'homme aujourd'hui en a assez de porter la charge, d'être toujours bien debout dans ses baskets, de répondre présent en toutes circonstances, d'incarner la verticalité, la vigueur, le pouvoir de pénétration, voire de domination. Mais quand même, vous ne me donnerez pas tort que c'est pour vous une immense joie, parce que c'est une preuve tangible que vous plaisez, et surtout qu'il vous aime, et qu'il vous désire. Donc il doit lutter en quelque sorte, et c'est dans cette démarche que de temps en temps nous ajoutons, moi j'ajoute à la consultation, un peu d'autre chose que la simple description anatomique, le simple rappel de la physiologie, pour ne faire qu'un homme, qu'un mec testostéroné à l'infini. Ce n'est pas ça. C'est un homme, et on se rend compte que de plus en plus, il y a une hausse du désir. C'est-à-dire les gars, ils sont de plus en plus inquiets de leurs sensations. Ils n'ont plus envie. Ce sont des choses qui ne se disaient pas parce que socialement, ce n'était pas réservé au masculin de dire « j'ai pas envie ». Chérie, j'ai pas envie ce soir, je suis fatigué. Parce que, à l'époque, qu'il soit fatigué, qu'il soit stressé, qu'il soit angoissé, comme le singe bonobo, il fait l'amour et il se sent bien après. C'est une façon de se libérer. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un manque de désir. Les mecs n'ont plus confiance en eux-mêmes. Le désir fout le camp. Ils ne savent pas comment faire. Ils consultent. Ils l'avouent. On est obligé de chercher dans quelles conditions ils évoluent. Et lorsqu'ils ne sont pas bien debout dans cette situation, parce qu'un vrai homme, lorsqu'il fonctionne, il est naturellement dressé. Un homme qui ne bande pas n'est pas un vrai homme. Et vous vous sentez frustré, vous vous remettez en question. Or, physiologiquement, il vous manque quelque chose le plus souvent, c'est de savoir qu'un homme peut désirer sans érection. C'est pas que le logiciel est changé à outrance, parce que la pénétration n'est pas obligatoire. L'orgasme n'est même pas obligatoire. Donc les deux, je dirais, en perdent leur latin, ou une partie. Mais il est important de considérer que les motifs de consultation et la façon de l'exprimer se retrouvent de plus en plus dans des situations, je dirais, assez carrées. Ils savent ce qui leur pose problème. Ils savent qu'ils ne peuvent pas tout porter sur leur dos. Donc accompagnez-les. Et c'est le meilleur moyen de la stratégie, c'est de vouloir les mettre en toute confiance. Ça fait beaucoup d'informations en peu de temps, hein, parce que au début, on fera le tri. Au début, si non mais bien. Oui, au début, ma crainte a été de devoir poser la question est-ce qu'il faut s'attendre à demain à un monde sans hommes? Et j'ai été quand même rassurée. Et en tout cas, à travers tes propos, Daniel, de savoir qu'il y a quand même cette inquiétude. Parce qu'on a souvent tendance à critiquer l'homme. C'est-à-dire qu'en l'homme, on recherche l'amour, un bon amant, mais aussi un bon père. Et au niveau de la société, c'est vrai que l'homme a toujours cette image, le pouvoir. C'est l'homme qui travaille, c'est l'homme qui doit ramener l'argent à la maison, même si maintenant les tendances ont évolué. Et sa sexualité, si j'ai bien résumé, est touchée. Elle est touchée parce que, d'une certaine manière, il n'est pas plus considéré que ça, malgré les efforts qu'il fait. Et
il va en consultation, mais quand bien même, j'ai l'impression qu'en tout cas que nous les femmes, on n'entend pas le SOS, on n'entend pas le appel au secours, et je dirais même, on n'entend même pas « Hey, écoutez-moi ». Alors, justement, cet appel au secours-là, est-ce que ça ne vient pas de le fait que la femme ait évolué, d'une espèce de castration émotionnelle et psychologique de l'homme? Non, on n'est pas dans un appel au secours. Et j'ai une deuxième question. Tu as parlé des hommes des années 70, voilà. Est-ce que les plus jeunes viennent te voir en consultation? Les plus viennent de plus en plus. Les ados. Parce qu'ils sont déboussolés. Ils ne savent pas trop encore comment fonctionner. Donc je suis quand même heureux de voir que toutes les deux, non seulement vous avez appris la leçon, mais vous avez intégré nettement comment fonctionne un homme. Et que vous êtes aujourd'hui prête à le considérer autrement comme un pénis ambulant, un objet. Voilà. Et sa sensibilité remplacera sa virilité. Parce qu'il y a de l'émotion dans l'homme. J'ai parlé de son cœur, j'ai parlé de sa partenaire juste sous son épaule gauche. Je ne l'ai pas mis n'importe où, cette partenaire. C'est une place privilégiée d'être à gauche. Pas pour rien. Qu'elle se présente devant monsieur le curé lorsqu'elle se retrouve dans ces conditions, à gauche. Il y a le cœur, il y a l'âme, il y a l'émotion. Il y a tout ce qu'un homme peut donner. Et qu'il cache un tant soit peu avant que vous méritiez qu'il vous la présente sur un plateau d'argent. Ce cœur qui bat, qui s'enflamme, et qui est tout l'ingrédient final, la cerise sur le gâteau. Mais il en a ras-le-bol d'être toujours dans l'obligation d'être dans un pouvoir. Alors, nous, à la consultation, moi je lui dis, camarade, quand tu dragues, fais la différence entre draguer, dans tous les termes anglais, qu'il s'agit de draguer comme on le ferait d'une rivière, les mauvaises choses, les bonnes, l'obliger et l'engager dans un chemin de séduction. Et sans le chemin de séduction, il apprendra, au moins de ma bouche, puisque je suis sur le chemin depuis un certain temps. Lui, plus jeune, il va plus vite. Mais le vieux connaît la route. Il saura comment fonctionner. La drague, c'est jouer pour jouir. Dans la séduction, c'est jouir pour jouer. Non, c'est jouer ou de jouer. Jouir de jouer? Oui, jouir de jouer. Tout à fait. Jouir de jouer. Ça signifie que c'est d'être dans un engagement, un défi, infini sans limite. Ça, voilà. Où il y aura moins, comme la drague, un sentiment de vente, commerce, de libeller tout ce qu'il y a dans un catalogue, une surenchère permanente, qui finit tôt ou tard par ça passe ou ça casse. Tandis que dans la séduction, il n'y a pas de perdant, ni de perdante, il y a tout simplement être content d'avoir été piégé. Lorsque un individu masculin se prête à cette démarche-là, il pense qu'il drague. Mais s'il est mué par la sensation, le sentiment d'être dans un rapport de séduction, il ne va pas s'arrêter autrement que de renouveler. D'être dans ce rapport au plus proche pour séduire, mais se faire séduire. Mais je lui rappelle que de temps en temps, il vaut mieux de temps en temps s'éloigner pour créer le manque. Pas de piéger, pas de victoire ni pour l'un ni pour l'autre, mais simplement l'idée d'avoir fait juste ce que le cœur a pu motiver. Donc il y a en hausse, lors des consultations, des troubles du désir, des troubles de l'affection, des troubles où elle se rebelle, où elle réclame à corps et à cri son droit au plaisir. Oui, il n'y a aucun problème. Tu parles du devoir conjugal. Au-delà du devoir conjugal. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a couple, on se rend compte qu'on est très souvent plus dans un accouplement, avec un contrat qui n'arrange au final ni l'un ni l'autre. Le couple n'est pas le début de quoi que ce soit. Il devrait être le final. De même que l'amour n'est pas un sentiment, il est tout simplement un événement, une somme, un cocktail de quelque chose. Et quand vous, sur ce chemin, vous l'avez cueilli à gauche, une petite pâquerette, vous avez pris un petit peu des fleurs chez les uns, chez les autres, et vous êtes modifié, amadoué, vous êtes transformé au contact de l'autre. On avait dit la dernière fois, 1 et 1 ne fait pas 2, mais 1 et 1 font 2 autres personnes.
C'est-à-dire des gens qui sont dans une démocratie tout le temps revisée, tout le temps modifiée, mais pour que l'amour soit à regarder les deux dans la même direction. Donc on découvre que quand bien même on pourrait philosophiquement leur expliquer une telle chose, ils consultent. Alors la solution, ce serait quoi? Ce serait face à quelqu'un qui se rebelle, qui dans cette relation finit par réclamer à corps et à cri son droit à jouir et à répéter, à pouvoir être très stratège, mais souvent mauvaise stratège. Parce que lorsqu'on n'est pas enseigné sur le sujet, on est dans une escalade sans fin. Tantôt, être dans un rapport très passif, ne rien dire. C'est cool, mais on n'en passe pas moins. Ou bien active, ça commence à changer. Agressive, voire humiliante. Alors on ne demande pas à la jeune féminine, à la partenaire choisie, d'être un peu maternelle, de dire chérie, viens me voir, assieds-toi, dis-moi ce qui ne va pas. Non. Aujourd'hui, on est dans un rapport, je dirais, pratiquement humiliant. Du genre, écoute-moi bien, si tu es malade, va te faire soigner, hein, parce que je ne pourrai plus. Et ce n'est pas du tout rien, c'est d'un progressif qui amène à avoir un billet simple, aller sans retour. Ça, c'est la chose qu'il faut modifier. On ne demande pas d'être maternel. On ne materne pas un partenaire. On ne materne pas un partenaire parce que vous avez envie qu'il soit et qu'il incarne. Parce que dans son gène, vous savez qu'il est inscrit sur ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire la force de ses bras. Alors, on ne parle pas de la force de son portefeuille, mais bon, comme vous êtes par moment devant et au-devant de ces situations, ben, au moins ce qui se dit, tous ces ingrédients-là soient peut-être placés sur la table lorsqu'on est à analyser, je dirais, au peigne fin, l'ambiance, les circonstances dans lesquelles vivent ce couple-là. Donc, revendication. La deuxième chose que nous voyons de plus en plus en hausse, c'est l'éjaculation précoce. Mais à vous rappeler encore un peu de physiologie, c'est tout simplement le programme animal. C'est pour ça que j'ai dit l'animal, homme-animal, je dirais social, d'Aristote. C'est cet animal qui nous a précédés. Ça commence très jeune? Non, c'est dans les herbes. Non, je parle de l'éjaculation précoce. Ça peut commencer jeune? Nous avons tous été éjaculateurs précoces, pour vous rassurer. Hein. Tous. Vous avez les mains entre les jambes, plus tôt que les garçons, dans votre vie intra-utérine. On se demande pourquoi vous avez autant de frigidité sur Terre. Par contre, une fois que le cerveau masculin, le petit cerveau masculin, a été inondé de testostérone, il est presque devant l'obligation incontournable de se masturber, de se toucher. Et il va se masturber autant de fois, parce qu'il n'a pas encore été éduqué. Il ne saura pas qu'à force de se masturber, d'éjaculer vite, ce programme animal qui a été transmis à l'homme, transféré à l'homme, va le poursuivre à un moment où il devrait être bien debout dans ses baskets. C'est-à-dire au moment de l'adolescence, où il devra, dans ce petit être qui a grandi, qui a simplement subi sa physiologie, finir par avoir en face quelqu'un qui réclame à corps et à cri, sois toujours bon, bien debout dans tes baskets. Donc on leur dit, quand les mamans m'emmènent ces jeunes, une grand-mère qui dit, mais je ne comprends pas, il se masturbe toute la journée. Je lui dis, mais mamie, il faut un homme demain. Par contre, il ne sera pas accepté dans ce monde de performance et de consommation parce qu'il ne pourra pas répondre à la demande de sa bien-aimée. Donc il faut lui expliquer que cette masturbation, qui est un réflexe obligatoire, sera suivie d'un handicap, l'éjaculation précoce. Donc il va devoir apprendre à bien se tenir. C'est une question de sensibilité aussi. Non, obligation, parce que la testostérone vous impose à aller dans cette zone, on n'y peut strictement rien. Un homme, lorsqu'il éjacule, c'est, je dirais, quelque chose de physiologique. Il prend son pied en même temps parce qu'il éjacule, alors que différemment de la femme, vous êtes obligé d'apprendre à jouir. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les corpuscules, vous avez tout le monde Vénus et tout le reste. Le problème, c'est qu'il faut apprendre à jouir, comme on le ferait de la musique, c'est-à-dire apprendre vos notes.
apprendre vos partitions, apprendre vos gammes, parce qu'on ne peut pas devenir virtuose sans avoir répété et répété encore ces gammes. Et puis l'orgasme, on l'a vécu la dernière fois, c'est une compétence que l'on acquiert avec l'ancienneté. C'est-à-dire sur le chemin, vous apprenez. Et Dieu vous garde à pouvoir bénéficier de cette explosion de la nature, mais ça s'apprend. Donc les gars qui éjaculent précocement, il y a bien sûr un certain nombre de choses, mais tout dépend de comment on l'aborde. Parce qu'il y a de sous-jacent le plus souvent de l'anxiété, de la peur de ne pas assumer, et surtout de la difficulté, en tant qu'homme, d'aborder l'autre dans sa personnalité. Est-ce que je vais arriver à la satisfaire? Parce qu'on lui impose d'être dans ce but. Être à la hauteur. Être à la hauteur. Donc il se retrouve de plus en plus bien malheureux de pouvoir répondre à tout ça. Donc l'homme de demain, l'homme d'aujourd'hui, est dans cette démarche. Cette marche en avant de ne pas fonctionner avec son pouvoir. Vous refusez de votre observation, de votre réflexion, à lui reconnaître du pouvoir, mais de la puissance. De la puissance, et pas du pouvoir. Alors, si on pouvait intégrer un petit buzzer, hein, donc j'aurais appuyé sur le buzzer, et là j'aurais lancé, top, c'est parti pour question pour un docteur. Et là, je vais revenir sur une question, parce que j'ai tout écouté, hein. J'ai tout écouté. Du coup, moi-même, je suis en pleine formation et je pense qu'aujourd'hui, ça se voit que je suis totalement dubitative et que les téléspectateurs vont se dire, mais elle est en train de plus que absorber, mais elle dévore le discours non, pas du docteur. dubitative, mais juste convaincue. C'est le but d'ailleurs, parce que vous représentez la gente féminine, je dirais, dans deux générations. Hein. Mais c'est pour ça que je tiens à question pour un docteur. Top, c'est parti. Docteur, qu'est-ce qui séduit un homme? Qu'est-ce qui séduit un homme? Et le temps, ça, oui. J'ai un petit sablier. Le plus souvent, je pense qu'il est déjà tout séduit. Et s'il cultive, je dirais, cette orientation dans sa démarche, il va continuer sur cette route, quelles que soient les difficultés. Tandis que si vous considérez un homme comme un voyeur, parce qu'il a obtenu de la progression, je dirais, du singe jusqu'à l'homme, à avoir ses yeux bien devant son front, différemment des autres animaux qui l'ont de chaque côté, il a une vision nette, et très souvent, lorsqu'on leur pose la question, il souhaiterait que ça ne soit pas juste le visuel qui soit le moteur de leur à pouvoir les guider vers, je dirais, celle qui sera demain matin la bien-aimée. Il faut qu'ils soient mus par quelque chose, la séduction. Et je leur dis, écoutez, avant d'aller, je dirais, vous faire piéger, on n'emploie pas au moins des termes qui sont assez catalyseurs, hein, de comportement ou d'opinion. C'est d'être séduit. On a des toiles d'araignée et puis on est là en train de guetter notre proie. On parle de l'homme aujourd'hui. Oui. Ça, quand il s'agira, les femmes expliquent aux hommes, je verrai dans quel sens. C'est toi qui as utilisé le terme piégé. Oui, mais c'est un terme entre guillemets qui vous impose de réagir. Alors si vous avez trouvé juste cette image-là, je la prends. Parce que vous êtes beaucoup plus dans la sensibilité, dans l'émotionnel. Mais bon, il y a des moments, ceci, c'est, je dirais, du rêve. Dans la mesure où on attend souvent de vous que vous ayez ceci à nous présenter. Une certaine sensibilité. Du moins, les choses ont changé. La société a voulu mettre de plus en plus un conflit. Et le mouvement, le concept MeToo, a bien gagné le lit des couples. Ah oui, donc là, ça c'est la partie féministe. Mais là, on rappuie sur le buzzer. Ce n'est pas supprimer d'un côté les femmes et les hommes, ils sont tout à fait complémentaires. C'est de mettre le sentiment entre les choses, de mettre de l'égalité, de l'égalité entre les sexes. Et souvent vous vous faites piéger, je peux dire au moins professionnellement, sur les salaires ou sur les restes. On ne peut pas. Maintenant, il y a un autre niveau, je dirais, d'ambiguïté que nous allons vivre de plus en plus
ceux et celles qui ne se reconnaissent ni d'un sexe ni de l'autre sexe. Et on commence à les voir de plus en plus. Et ma deuxième question, 2 minutes docteur pour y répondre. Qu'est-ce que les hommes n'aiment pas chez les femmes? Lorsqu'ils découvrent qu'ils n'aiment pas, ils sont déjà très profondément imprégnés. Et ils espèrent que ça changera. Parce qu'ils se disent, la femme étant le potomitan, la femme étant l'avenir heureuse de l'humanité que vous devriez emmagasiner. Ce qu'on vous prête d'emblée. Toute une série de qualités qui permettraient aux choses de s'arranger. Parce que lorsqu'il y a problème, c'est qu'il y a souvent méconnaissance de la physiologie de l'un et de l'autre. Il y a des malentendus. Il y a des revendications. Ça signifie que lorsqu'on se retrouve dans des conflits, on vous inspire, plutôt que d'alimenter les conflits, d'alimenter les difficultés, de vouloir analyser la situation. Ça signifie qu'il faudrait presque, sans donner tort ni à l'un ni à l'autre, être dans un rapport, chacun faisant un pas, le chemin à parcourir sera moins long pour tous les deux. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie d'en sortir. Pour un exemple, nous avons par moment la chance d'avoir en consultation un couple. Qui emmène qui? C'est la première question. Celui qui s'assied le premier, ce sont de toute façon face au juge, qui ne n'est pas un, et derrière le médecin. Mais le premier témoin en charge, il n'est pas devant un tribunal, mais ces mots vont devoir vous parler. Le premier témoin à charge, c'est la partenaire. Et quand vous découvrez que le nounou, pour ne pas citer de prénom, et quiconque pourrait considérer avoir été ciblé, je dis nounou, que nounou bande mou. Le problème, c'est qu'à côté, la partenaire qu'on trouve un peu très revendicative sur sa notion de droit au plaisir, qui en veut de plus en plus, dans une escalade sans fin. Plus elle veut, plus il n'est pas rassuré, plus il est terrorisé, et moins il a envie, parce qu'on lui en demande trop. Ça, c'est un indice. Ça signifie qu'est-ce qui ne plaît pas. C'est par moments souvent l'ambiance. Et qui changerait de partenaire, ou qui aurait une autre vision de l'ambiance, retrouve, je dirais, son érection en bonne et due forme. Donc l'ambiance compte énormément. Et la première ambiance, c'est lui et lui-même, lorsqu'il se masturbe. Si ça va très bien, ça signifie qu'il n'y a aucun trouble. Par contre, si on lui demande s'il a un dossier ailleurs, ou la voisine qui l'invite de temps en temps à monter un bidon de gaz, et qui se dit heureux, pas d'avoir rendu service, mais je dirais à la limite, on a très bien compris. Pas forcément de changer, mais de réfléchir qu'il n'est pas malade, et qu'il ne se rende pas plus malade pour une ambiance qui ne lui convient pas. Et puis comment agit une femme, un partenaire féminin, pour ne pas soulever le MLF, face à un trouble sexuel masculin? C'est toujours embêtant, parce qu'elle se dit, zut, soit j'ai fait une mauvaise affaire, soit je vais en pâtir, mais je ne vais sûrement pas rester dans cet emmerdement-là. Et c'est là qu'il faudrait probablement inviter le couple à consulter pour que ça ne glisse pas au conflit et que ça ne crée pas plus de problèmes dans le relationnel. Parce que fonction de l'âge, il faut vous dire que avant 50 ans, souvent on est dans un rapport de troubles fonctionnels, où l'anxiété, la peur, je dirais, où dans cette société de performance, le point important reste l'érection. Fonctionnel veut dire qu'il n'y a strictement aucun trouble. C'est juste l'ambiance, juste la peur, juste l'anxiété de performance qui commande. Et le sympathique n'aime pas ça. Le nerf sympathique n'aime pas les gens stressés. Parce qu'il fait en sorte de ne pas être très sympathique et de pouvoir tout faire pour pouvoir créer la merde. Donc être cool, je dirais dans la relation, d'être respectueux dans la relation, c'est ça la dimension. Après 50 ans, le fonctionnel existe toujours, mais il s'ajoute de la pathologie, c'est-à-dire de l'artérosclérose. Les vaisseaux se bouchent, les vaisseaux sont moins souples, le tissu est moins réactif. Il y a énormément de situations
tout semble plus lent alors qu'on est dans un moment où tout semble être urgent. Donc la sexualité doit être réaménagée, je ne dirais pas au goût du jour chaque fois parce qu'on changerait tout le temps, mais d'être dans un rapport, à planter le décor avec ce qui se dit à la consultation, aussi bien de celui qui vient consulter ou qu'on amène à la consultation, mais le premier témoin à charge qui accompagne en espérant qu'elle n'accompagne pas juste pour le macrélage, mais pour pouvoir porter, je dirais, sa pierre à l'édifice afin qu'on comprenne là où le bas blesse et comment il faut les aider, aussi bien d'un côté que de l'autre. Le point faible. Le point faible, vous demandez de ne pas sauter à pieds joints sur le point P. Alors, je vous dirai la prochaine fois. Non, celle qui estime qu'un homme, sa vraie fonction, c'est d'être toujours en érection, érigé debout, érigé dans son travail. Au Moyen-Âge, vous savez que l'homme, on est sorti bien de quelque part, l'homme avait 3 préoccupations. Dominer son cheval, dominer sa femme et dominer son érection. Aujourd'hui, vous savez ce qu'il veut dominer? Que son érection et son entreprise. Alors, le fait d'être dans cette dimension-là, il faut évacuer l'entreprise, parce qu'à tout moment, on sait qu'il y a de mauvais rapports entre l'érection et une entreprise que l'on veut de plus en plus performante. Donc si on ramène les choses juste à l'érection, eh bien oui, pour tout homme, 93% des hommes estiment ne plus être un vrai homme parce qu'ils ne bonnent pas. Donc il faut les rassurer. Il y a quand même de la contradiction entre la femme qui veut d'un homme viril et puis celle qui appelle son homme toute la journée mon bébé. Tu as pris l'exemple de Nounou tout à l'heure. Exprès, parce que c'est mon petit nom. Mais c'est mon bébé par-ci, mon bébé par-là. C'est mon pseudonyme pour ne pas dire Alex ou Patrick ou qui que ce soit d'entre vous pourrait reconnaître. Soit tu le maternes, tu l'appelles mon bébé toute la journée parce que le corps entend. On a parlé de tout ce qui est physionomique, il y a aussi l'énergie. Oui, le système nerveux central entend. L'émotionnel entend. Ce que voit l'œil, ce qu'entend l'oreille, le cerveau croit. Donc à force de materner, là, la virilité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comme de l'éther. Elle fout le camp, elle s'évapore. Voilà. Elle s'évapore. Donc dans ces consultations, on est obligé d'être, je dirais, un vrai Colombo. Tatillon dans le détail. Pour savoir à la limite, parce qu'il y a beaucoup de pudeur lors des consultations, on ne se livre pas. Mais on découvre tout de suite la menthe religieuse, qui a la consultation, qui veut écouter, qui veut savoir tout ce qui se dit, qui n'est pas forcément d'accord sur certains points, qui exige de faire comme ci et pas comme ça. Le cerveau masculin est d'une fragilité extraordinaire. C'est là où j'évoque la porcelaine pour vous dire que lorsque vous êtes dans votre salon ou dans votre cuisine, la porcelaine se range à part et de façon beaucoup plus précautionneuse. Et si votre homme est l'élément chéri, votre bébé chéri, faites comme s'il était de la porcelaine, avec précaution, avec respect, tolérance, et puis mettez un grain d'amour et on deviendra humain. Alors par rapport à ce que vous avez dit tous les deux, alors bon, dans la culture antillaise, j'entends pas trop les couples s'appeler bébé. Donc doudou, chéri, le doudou il est mais c'est universel, très présent. Il faudrait aller au Japon pour avoir des noms de fleurs, non? Et derrière, oui, donc oui, les noms de fleurs, on mettra ça, je dirais, certainement au féminin. Et par rapport à ce que tu disais, il y a aussi l'éducation. Donc les femmes, il y a 30-40 ans, étaient éduquées pour être des épouses et des mères. Donc, je dirais que il y a aujourd'hui, oui, on a les séminaires, on a les émissions sans tabou. Il faudrait presque en amont, en tant que mère, élever le petit garçon et la petite fille de la même façon. Oui. Pas de différence. Oui, exact. À la limite, lui mettre une robe si le reste est mouillé et pas confortable. Ne pas dire à un garçon, mais tu ne dois pas avoir peur. Parce que la peur, c'est une force. La peur engage avec précaution à s'engager sur n'importe quel terrain. La peur booste. Une petite fille lui dire qu'elle peut pleurer et ne pas être du même avis pour un homme, non. C'est ce qui nous a modifiés et nous sommes dans un déconditionnement de ces stéréotypes qui nous ont
matraqué suffisamment pour qu'on ne se comprenne pas. Il y a très souvent de l'illusion à travers nos relations, et c'est justement le mariage étant bien l'union de deux illusions, mais à force on finit par s'anesthésier. Chacun a peur de l'autre. Chacun a peur de l'autre suffisamment pour qu'il n'y ait absolument pas, je dirais, de désir d'affronter ce chemin en mettant, je dirais, le mieux de ce qu'on peut pour arriver au bout dans un final qui pourrait s'appeler le couple. Aimer, je répète, n'est pas un sentiment. C'est un cocktail de quelque chose. De bon de temps en temps ou de plus mauvais, de choses à améliorer. Et à travers ce concept où on évolue sans révolution, parce qu'on revient toujours à un départ, si on parle de révolution, on arrive au bout de ce chemin qui ne devrait pas constituer juste un couple qui ne serait qu'un accouplement. Donc c'est éduquer le petit garçon, même à jouer à la dinette, parce que demain matin, dans ces couples monoparentaux, il se retrouvera probablement à pouvoir savoir faire une omelette, ou bien ne pas attacher une robe devant derrière, ou ne pas mettre un chou en plein milieu du front alors que ça devrait aller derrière. Bon, chacun son expérience, il y en a qui l'ont fait parce qu'ils n'ont pas été éduqués dans ce sens-là. Mais votre génération actuelle mérite qu'on insiste là-dessus pour qu'il n'y ait pas à se dire ni garçon ni fille, qu'est-ce qu'a son rôle sexuel, son identité sexuelle, son orientation sexuelle. Tout le monde doit, tant qu'on accepte le masculin et le féminin dans sa complémentarité, éduquer le petit garçon et la petite fille dans les mêmes conditions. On ne sait pas demain comment ça va évoluer. Alors, donc on a parlé de il ne faut pas materner, parce qu'effectivement, il ne faut pas non plus être dans une posture d'être en pitié, d'avoir de la peine. Avant de la pitié, il y a de la rébellion. Hein. Il y a de la revendication. Oui, non, mais ça signifie le message est passé. Éviter la confrontation. Non, c'est là que je vais en arriver, où justement, dans la société, c'est vrai que l'homme, ben oui, effectivement, l'homme qui ne bande plus, on n'a quasiment plus de considération pour lui. C'est au féminin comme au masculin, parce que les copains, ils en rigolent aussi. Donc, en quoi ils rigolent? Ben, ils ne bandent pas le mec. Donc, à la limite, il est hors circuit. Il ne peut même plus faire partie de la bande. C'est-à-dire que, ironiquement, des dérisions. C'est-à-dire que, vu que le mec, il ne bande pas, il est hors circuit. Et les limites, il peut rester chez lui. Il est peut-être même plus invité dans les soirées entre potes. Puisque, bon... mais c'est justement... Et ils ne sont pas affectés. Tant qu'ils bandent, eux, ils sont bien. Oui, mais lorsqu'ils ne bandent pas, ils sont quand même affectés. Mais c'est justement ça. C'est ce qu'on a peut-être qu'on n'arrive pas à accueillir, à savoir que, là, je parle pour le féminin comme le masculin. C'est-à-dire qu'on a un copain ou une bonne copine, effectivement, l'homme arrivé à un certain âge va se dire, je commence à avoir des petits problèmes. Donc je suis sûre qu'il y a la petite voix à l'intérieur qui rigole. Alors je vous rassure, s'il consulte le lendemain de cette réflexion, il est rassuré tout de suite, lui. Parce qu'on l'équipe. Mais s'il est mis de côté. Non, mais ça, j'entends. Ah oui, mais en fait, à la limite, il vaut mettre mis de côté par les autres que de se mettre de côté par lui-même. Je l'ai entendu, ça a bien. Vous avez bien. Non, ça a été bien résumé. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est de l'autre côté. Comment justement changer cette image d'être sur de la dérision, limite de la méchanceté, d'avoir. Quand on parle d'éjaculateur précoce, limite, vous avez un compte à régler, vas-y, jouis en 2 secondes. Donc là, paf, on l'a cassé. Mais, comme on l'a dit, c'est pas parce qu'il a eu une éjaculation précoce qu'il y a un problème. S'il est rassuré à mon niveau, en disant que l'autre ne méritait pas, et s'il confirme que en cette circonstance, ça lui arrive, mais entre d'autres circonstances, ne serait-ce qu'en se masturbant avec lui-même, il est dans une auto-stimulation. Peut-être que la personne en face le stimule trop, il est trop excité. Ça s'apprend. Ça s'apprend. À ne pas sombrer. C'est-à-dire gérer l'autre. Dans son essence, ça s'apprend. Donc, le message est passé à travers cette émission que lorsqu'un trouble
survient dans une relation de couple, celui qui semble être impliqué, apparemment, dans ce trouble, doit consulter. Et très souvent, je vous assure, hein, il part un peu rassuré parce qu'il me dit c'était moi qui étais malade. Je pensais que c'était moi qui étais malade parce qu'on m'a fait le reproche d'aller me faire soigner. Il en repart tout à fait rassuré. Surtout qu'il y a des méthodes multiples à pouvoir le rassurer sur sa circulation, sur sa neurologie. Et ça lui permet tout à fait de comprendre que une érection, ça ne se fait pas à vide, même lorsqu'on prend un facilitateur de l'érection, sauf une piqûre. On injecte une piqûre qui est faite pour se faire, créer l'érection. Même devant un inspecteur d'impôt, on a une bande. Alors ça ne se fait pas dans ces conditions. Mais tout le reste, comprimé, gel ou le reste, est facteur dépendant. C'est-à-dire la partenaire ou le partenaire, tout dépend du choix. Mais si on prend un couple hétérosexuel, si la partenaire ne mérite pas, on a beau prendre un comprimé, on a perdu son argent. On a eu des maux de tête pour rien. On a simplement eu des yeux qui pleurent un peu. Ça ne fonctionne pas. Mais si l'individu n'a strictement rien, pas à se reprocher, mais rien qui puisse bloquer son érection, et si on découvre que c'est l'ambiance qui ne lui convient pas qu'il ne lui plaise pas. Parce qu'il dit par moment, et pourtant je l'aime, l'amour ne fait pas bander. Hein. Mais alors L'amour ne fait, l'amour ou bien l'illusion d'aimer. Hein. Regardez cette phrase. Hein? Oui, l'amour ne fait pas bander. Ce que je voulais c'est tout simplement dire... ça. C'est un ingrédient qui permet de renouveler les échanges, qui permet d'agrémenter. Vous savez, sur un pudding, il n'y a pas la cerise, mais vous mangez quand même. Bon, l'amour fait un petit peu bander plus quand même. Oh non, n'allez pas l'acheter, hein, parce que vous n'allez pas le trouver en pharmacie, ni non plus au supermarché. Tout ça se passe dans la tête, en fait. Tout se passe presque dans l'illusion. On est fait comme fantasme, ça. Ouais. Les fantasmes, c'est une chose. L'imaginaire et l'imagination, c'est encore autre chose. C'est pas du tout les mêmes éléments. Mais je peux vous assurer qu'à chaque consultation où il y a à prendre en considération l'ambiance, il faut être dans la micro-analyse pour comprendre où se situe le vrai problème. Si c'est l'ambiance, on va travailler l'ambiance. Si c'est un problème de pathologie, il y a de quoi mettre à disposition ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui au masculin pour pouvoir remettre un gars sur la route. L'ennui, c'est son anxiété, sa peur. Comment l'amener à exorciser tout ça? On fait appel à un coach, on fait appel à un psychologue, un psychothérapeute. Mais il faut l'identifier suffisamment bien pour que dès qu'on aura la possibilité de le faire bander, ne serait qu'une seule fois, il est guéri. Et c'est très important. Le but recherché, c'est pas de l'amener philosophiquement dans les méandres où, à la limite, que nous y perdons presque, mais c'est de pouvoir faire en sorte d'aller tout bêtement. Nous sommes les mécanos de la chose, hein. Parce que psychologue, psychanalyste, il faut monter très haut dans les sphères. Je suis un mécano de la chose, c'est pour ça que je parle souvent du sexe pur et dur. Alors pur, on parle que de cul, et dur, c'est juste une image. Mais c'est le but recherché pour celui qui vient à la consultation. On a de quoi. Et ne pas tarder. Maintenant, on ne peut pas dissocier une relation si on n'a pas en face la partenaire. Ben, donc c'est là que je veux en venir. Donc justement, bon, le thème c'est bien les hommes expliqués aux femmes. Donc ce qui doit être entendu, c'est que c'est pas au moins de petits problèmes qu'il faut courir, appeler la copine ou aller chez la voisine se plaindre. Souvent c'est fait. Alors c'est rassurant lorsqu'on nous porte cet argument en disant « je ne comprends pas, je suis allé et ça a marché ». Je lui dis « faites un signe de croix avec moi, dites Amen ». Non, j'ai pas dit que ça, que quand il, je veux pas parler de. Elle parle de confession, je parle de le côté, voilà, c'est-à-dire que. Se confier. Se confier. Alors en général, elles ne se confient pas, elles se plaignent. Voilà, ça y est, il ne bande plus. Mince, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et la bonne copine. Le langage que vous utilisez, vous savez que c'est de mise, hein, ce langage-là. C'est bien ce qui se passe. Et la bonne copine elle dira, ben, change de mec,
peut-être, qui sait que ce sera elle va essayer de... Je vous rassure, pas forcément. Non, mais elle va pas, voilà, c'est ça, elle va pas conseiller. Elles sont pas dans, en fin de compte, on ne sera pas dans la conciliation. Il y a un choix entre être intelligente et aller à la consultation. Et travailler l'intelligence, c'est une chose. La stratégie de ne pas dire de bêtises, ne pas amener l'individu à la sortie la plus rapide, changer de mec, ça ira mieux. Non, ça peut arriver. Elle soit obligée de le faire. En fait, elle ne vous le dira pas, elle le fera spontanément. Moi, elle dirait que ce n'est que le début, vu qu'il attend. C'est pour ça que je vous dis, lorsque on est dans un rapport de rébellion, c'est crescendo. C'est une rébellion passive, et puis une active, et puis on passe à quelque chose d'agressif, voire d'humiliant. Le féminin connaît ce parcours-là. L'homme savant peut le mettre dans des conditions, je dirais, suffisamment de malheur pour chercher la solution. Eh bien, je l'invite, nous l'invitons à partir de cette émission de consulter de manière à ce qu'il ait les bonnes réponses, de ne pas avoir honte de se confier. Ce qui considérait comme socialement impossible pour lui que de dire, mais vous savez docteur, je n'ai plus envie, mon désir est foutu. On dit, mais ils ont la flemme d'aimer. Ou bien ils sont dans des rapports à avoir des difficultés, je dirais, de sensibilité ou de sensation sexuelle. Ils préfèrent une petite branlette au lieu de s'embêter à être sous perfusion de facilitateur de l'érection. Ils préfèrent être en permanence à, je dirais, jouer avec son zizi tout en regardant un porno. On commence à en avoir ras-le-bol. Ça signifie qu'on préfère réellement mettre le doigt sur la vraie situation. Et la vraie situation impose l'ambiance de la relation, l'ambiance de la situation. Comment on peut en sortir? À condition que chacun veuille faire un premier pas et amène à la consultation les vrais problèmes. Alors on n'est pas toujours, je dirais, apte dans notre culture à pouvoir traiter de tels sujets. Mais on fait appel à des professionnels, de coachs, de psychologues et de psychothérapeutes s'il le faut, et de sexologues. Alors Sylvia et Daniel, les hommes expliqués aux femmes, ce soir ce n'est pas tout à fait terminé, parce que nous allons revenir prochainement encore bien, je ne sais pas si on peut dire décortiquer, ouvrir ou s'étaler décrypter. Sur, alors décrypter. Et parce qu'il y a encore plein de questions. Alors, en tout cas, merci à vous tous les deux pour ce moment très agréable dont vous avez pu voir. J'étais totalement absorbée par les propos de Daniel et je cours mettre tout ça en pratique. Merci d'avoir suivi cette émission. Passez je une vous rappelle Il n'est pas prêt de finir. À ce moment, je dirais, de l'époque, ça sera la mi-carême pour mettre tout ça en pratique. Par contre, vous pouvez vous entraîner à souhait. Ah, j'ai pas compris. Dans la réflexion. Bon, j'ai pas trop compris le message que vous avez essayé de faire passer. Non, vous, pas vous, mais celles qui écoutent. De ne pouvoir pas s'embêter. La mi-carême, c'est un jour. Et puis l'entraînement, au moins dans la réflexion, c'est déjà un premier pas. Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt dans votre émission Sans Tabou sur Fusion TV. Au revoir.